Bonjour à tous, Hors des pros numéro 4, c'est donc la rentrée. Nous avons passé une parenthèse enchantée cet été avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, avec des médailles d'or très nombreuses pour l'équipe de France. Mais comme c'est la rentrée, les ennuis recommencent. Nous avons un Premier ministre, mais à l'heure où nous enregistrons, nous avons toujours pas de gouvernement. Nous allons donc parler du cours de l'or, des métaux précieux en général, aujourd'hui aussi des cryptos et bien entendu d'Aucoffre et des 15 ans d'Aucoffre, de l'anniversaire d'Aucoffre en fin d'émission. Autour de moi, j'ai comme d'habitude Anthony Busco qui est responsable commercial d'Aucoffre. Bonjour Anthony. Bonjour Benjamin. Brice Degrange qui est lui chargé de clientèle chez Aucoffre. Un nouveau venu, Alexis Béglin, qui est responsable des activités crypto de Crypcool notamment. Et nous aurons en fin d'émission, après un petit remplacement de l'un d'entre vous, on verra celui qui a été le moins bon et on le changera, nous aurons Nicolas Cantier, qui est le responsable marketing d'Aucoffre. Anthony Busco, je vais commencer avec vous parce que je me souviens très bien en fin d'émission numéro 3, vous nous avez fait des prévisions apocalyptiques. Et on va tout de suite les écouter, on va vérifier si ça s'est bien passé. En fait, pour eux, ça fait partie de l'agenda prévu, normal. Certains diront de la fin du monde, etc. Je n'y verrai pas jusque-là. Oui. Mais en tout cas, les gens pressentent quand même des crises à venir. La dette, mine de rien, qui est à des niveaux astronomiques. 112% du PIB. Voilà. Qui risque d'augmenter davantage au vu des programmes des uns et des autres. Alors bien que ça puisse être que des promesses, mais en tout cas, si ces promesses sont tenues, et peu importe de qui on parle, hein, là ça vaut pour tout le monde. Si ces promesses sont tenues, la dette va encore exploser. Là, on a une recomposition de la vie politique française. Peut-être que d'ici la fin d'année, on en a une recomposition de la géopolitique mondiale avec des rapports de force inversés et des États-Unis qui pourront plus mener la même politique sous Trump que sous Biden. Alors, une réaction à vos prédictions ou prévisions ? Oui, l'année n'est pas terminée, donc on ne sait pas encore ce que 2024 nous réserve. Effectivement, ça n'a pas été aussi chaotique que ce que je pouvais imaginer. Quoi qu'il en soit, le cours reste à un niveau très élevé, donc ça démontre tout de même qu'il y a une certaine inquiétude au niveau des investisseurs, et c'est pour ça que le cours se maintient à ce niveau très élevé. Alors justement, au mois de juillet, au mois d'août et début septembre, le cours de l'or est toujours très haut. Il n'y a donc toujours pas eu de correction. Ça, on est bien d'accord avec vous. Vous l'avez annoncé, il n'y aura pas de correction. Donc il n'y a pas eu de correction, mais le cours est toujours très haut. Alors pour quelles raisons, Anthony ? Je pense qu'on est sur un niveau qui résiste, qu'il n'y a pas eu de correction parce que forcément il y a toujours de l'inquiétude sur le marché et que là les investisseurs attendent sans doute une nouvelle qui serait déterminante pour casser cette résistance et monter vers de nouveaux sommets. Je pense que c'est ce qui peut se produire dans le futur. Vous avez parlé de parenthèse olympique, marché de l'or, même l'économie en général, il n'y a pas eu de parenthèse au niveau mondial, donc forcément les tensions existent toujours géopolitiquement, économiquement, même aux États-Unis d'ici la fin de l'année aussi. Donc nous, on n'a pas eu de parenthèse chez Aucoffre. Vous ne parlez pas des taux d'intérêt ? Si, voilà, c'est ça, exactement. Donc en gros, on attend, c'est justement le record, l'un des records qui a été battu, il a été d'abord en dollars au mois d'août aussi. Et c'est justement en perspective des baisses d'intérêt qui va être annoncée la semaine prochaine, enfin le 18 septembre, si je ne me trompe pas. Et donc le record a été fait par anticipation, enfin nous on pense que les investisseurs s'attendent à la baisse des taux. Enfin à cette annonce qu'on attend depuis plusieurs mois, quoi. D'autant plus que la BCE a déjà baissé ses taux d'intérêt, c'est la Fed qui n'a pas encore baissé ses taux. On tourne le mardi 9 septembre, donc jeudi 12, la BCE a prévu à nouveau de baisser ses taux. Et là, je pense qu'il y a des débats en interne entre ce qu'on appelle les colombes et les faucons. Donc les colombes, ceux qui seraient plutôt adeptes du quantitative easing, donc le fait d'avoir des taux bas pour avoir une croissance importante, et les faucons qui eux seraient plutôt adeptes d'une politique monétaire restrictive pour contenir l'inflation et donc maintenir des taux assez élevés. Voilà. Je pense que c'est tout l'enjeu actuel qui se pose à la BCE. Mondialement, il y a beaucoup d'enjeux de toute manière, donc forcément les tensions sont toujours là. Et puis vous prenez Donald Trump qui a passé son temps l'été à dire que s'il est élu, les États-Unis sauveurs du monde, ça n'existe plus. Donc forcément, on pense tout de suite à l'Ukraine, on pense à Taïwan. Donc ça crée énormément de tensions sur les marchés. Donc,
On va revenir sur les taux d'intérêt, mais avant, on va profiter de la présence d'Alexis pour savoir si ce même constat a été fait sur les cryptos, et notamment la reine des cryptos, qui est le Bitcoin, que certains s'amusent à nommer l'or du 21e siècle. Alors sur les cryptos, on a connu un très beau début d'année avec notamment en fait l'arrivée des ETF Bitcoin aux États-Unis. Donc voilà, des grands émetteurs comme BlackRock par exemple ont pu proposer des ETF dits spot, c'est-à-dire qui répliquent physiquement le cours du Bitcoin. Et en fait, l'arrivée de ces acteurs a vraiment légitimé le Bitcoin au travers du monde de la finance. Est-ce que, alors, ça légitime, mais ça élargit aussi l'assiette. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on peut estimer que les fluctuations du cours du Bitcoin seront moins violentes dorénavant parce que les volumes sont plus importants? C'est ça, c'est déjà quelque chose qu'on observe. Alors au début, il y a eu beaucoup de fluctuations à la hausse aux alentours de l'engouement en fait du Bitcoin. Mais malgré un été marqué par une forte pression vendeuse, notamment par rapport à des ventes en fait du gouvernement allemand de Bitcoin saisie, c'est-à-dire qu'ils ont vendu 50 000 Bitcoins sur le marché. De même pour MTGOX, ce qui était en fait une plateforme de crypto-monnaie qui a été hackée et qui aujourd'hui seulement, 10 ans plus tard, rembourse ses créanciers en Bitcoin. Et malgré cette pression à la vente, on remarque que même si les cours ont un petit peu temporisé, ils résistent bien et ils se stabilisent justement grâce à ces grands acteurs de la finance. Alors, je me souviens d'une interview que j'avais faite d'Owen Simonin, qui est un influenceur et un acteur important de la sphère crypto. Et on s'était un peu écharpé, mais c'était il y a 1 ou 2 ans. Et je lui avais dit, mais en fait, la fluctuation du cours du Bitcoin, ce sera toujours le cas. Il m'avait répondu, jusqu'au jour où le volume sera plus important et l'assiette sera élargie. Et là, ça se calmera. Sur le coup, je reconnais qu'il avait sans doute un peu raison. Tout à fait. On observe vraiment en fait que l'arrivée de ces gros acteurs a un petit peu stabilisé les fluctuations, étant donné qu'ils sont un petit peu moins sensibles que par exemple les particuliers qui peuvent rapidement paniquer. Et donc ça va vraiment en fait provoquer une diminution de la volatilité du cours du Bitcoin, même si elle reste relativement importante. Et c'est aussi pour ça que les gens continuent à aller vers le Bitcoin pour profiter en fait de cette fluctuation liée à la volatilité. Est-ce que vous commencez à avoir, j'insiste un peu sur ces histoires d'auto d'intérêt, mais un rapport avec la monnaie dans laquelle le cours du Bitcoin va être exprimé, comme c'est le cas avec le cours de l'or? C'est-à-dire quand le dollar faiblit, l'or monte. Est-ce que c'est la même chose avec le Bitcoin ou est-ce qu'on ne voit pas ça encore? Même si l'Europe a un peu moins de poids, par exemple, que les États-Unis sur le marché des cryptos, on observe quand même que lorsque les taux baissent, en général, ça a plutôt une position en fait à la hausse sur les cours, étant donné que la baisse des taux va avoir un facteur en fait amplifiant de la valeur des actifs. Donc si on a des baisses du taux d'intérêt, l'euro va être moins compétitif par rapport au Bitcoin et donc on devrait sûrement voir une hausse dans cette devise. Alors, on va revenir sur les taux d'intérêt, notamment aux États-Unis, puisque c'est ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'on attend que la Fed baisse ses taux, ce qui devrait arriver la semaine prochaine pour aujourd'hui où nous enregistrons, on va dire aux alentours du 17 septembre. Mais on a aussi l'impression quand même que les investisseurs ont bien anticipé, et puis pas anticipé depuis la fois dernière, c'est-à-dire anticipé quasiment depuis 1 an. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à une hausse du cours de l'or le jour où la Fed va enfin baisser ses taux réellement? Pas facile de faire des prévisions, mais je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur mes prévisions et sur la situation chaotique au niveau économique, etc. Je tiens à rappeler quand même qu'on se focalise beaucoup sur les États-Unis, mais la situation en Europe est loin d'être réjouissante, même si elle n'est pas forcément chaotique. Mario Draghi, l'ancien président de la BCE, a rendu un rapport à la présidente de l'Union européenne ce matin, où il informe quand même que la situation est loin d'être réjouissante, malgré une baisse de l'inflation qui se rapproche des objectifs de la Banque Centrale Européenne. Il rappelle dans son rapport que le revenu réel par habitant des Européens a augmenté 2 fois moins que celui des Américains sur les 25 dernières années. Ce qui laisse sous-entendre quand même que les Européens s'appauvrissent pendant que les Américains, eux, ont un revenu par habitant qui augmente. Et il fait en quelque sorte un petit peu son mea culpa sur la politique monétaire qu'il a menée de 2011 à 2019, laissant sous-entendre que la BCE ne s'est pas assez préoccupée du revenu des Européens et donc la situation nous a amené à la situation qu'on a aujourd'hui.
Alors, Anthony, il va falloir que vous gardiez votre téléphone allumé parce que vous avez appris pendant cet été à ne pas répondre aux questions. Donc, vous allez peut-être être appelé pour aller au gouvernement. Donc, je vais demander à d'autres personnes de répondre à cette question. Brice, est-ce que vous pensez que le jour où les taux d'intérêt vont réellement baisser aux États-Unis, c'est-à-dire que la Fed va bien appliquer ce qu'elle annonce depuis des mois, est-ce que ça va faire monter le cours de l'or ou l'anticipation est vraiment trop longue? Comme je vais dire, c'est quand même difficile. La dernière anticipation, il me semble que c'est le dernier record qu'on a eu au mois d'avril. Et il n'y a pas eu de correction non plus. Et au mois de juillet aussi. Et au mois de juillet aussi. Donc on peut, par mécanique, si on doit parler mécanique, on peut partir du principe que en tout cas, l'heure sera réconfortée de cette annonce-là. Est-ce qu'il y aura un énorme pic ? Je ne suis pas Madame Irma, je ne pourrais pas vous le dire. Et la correction, on l'attend depuis le mois d'avril aussi. Donc en tout cas, si je dois dire quelque chose, les voyants sont bien au vert pour qu'ils restent forts et plutôt stables. Et peut-être un pic, alors après, à voir quel degré sera le pic, quoi. Alors, on va maintenant venir sur le concret, parce que ce qu'il y a d'intéressant avec vous, c'est que vous avez le lien avec le client direct, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des études et sur des estimations, mais on est bien sur des flux réels que vous voyez sur la plateforme Ocorf ou sur Cryptcool. Et donc, que font les clients en ce moment, donc en ce début septembre? Qu'est-ce qu'ils ont fait cet été? Est-ce qu'ils étaient en train de regarder les Jeux Olympiques ou est-ce qu'ils étaient sur la plateforme? Alors là, je vais tâcher de vous répondre avec précision, Benjamin. Merci beaucoup. Les clients cet été ont été très actifs. Ça s'explique notamment du fait qu'il y a eu une grosse crainte après la dissolution. Donc les clients, les investisseurs chez Ocoffre ont pour la plupart pas mal stressé. Donc ça les a motivés à investir tout au long de l'été. On a battu des records en termes d'opérations et de volume d'opérations sur Ocoffre et aussi sur Veracash, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça n'a pas été quelques clients, ça a été vraiment des mouvements massifs. Là, ça s'est un petit peu calmé depuis la rentrée. Mais c'est sans doute en raison de la rentrée, des impôts qui arrivent, les taxes foncières, etc. Mais cet été, effectivement, ça a été très mouvementé. Voilà, les gens choisissent l'or parce que, je pense, ils n'ont pas d'autre alternative pour sécuriser du capital autre que l'or. Brice, vous qui les avez au téléphone, les clients, ils vous disent quoi? Ils vous disent quoi en cette rentrée? Oui, en cette rentrée, ils disent, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je dis oui. Mais après, non, c'est surtout, c'est toujours... voilà. Non, on est toujours dans la même si on a un Premier ministre, on est toujours dans le flou. Donc on est toujours sur la même perspective d'avant la dissolution ou pendant la dissolution. Et on est toujours dans cette recherche ultime de débancarisation. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, les tensions françaises, c'est une chose, mais les tensions économiques mondiales ou des choses comme ça, et les membres le savent, le ressentent. Donc forcément, ils cherchent des solutions. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça, des solutions pour sortir du système financier classique. Vous avez quoi? Vous avez l'immobilier. Si vous voulez acheter sur Bordeaux, vu que nous, on est à Bordeaux, on connaît les tarifs. C'est compliqué. Les conditions d'accès au crédit aussi. Ouais, aussi. Pas évident. Vous avez les crypto-monnaies. Si vous ne connaissez pas les crypto-monnaies, qui vous accompagnent, donc maintenant il y a Cryptcool, heureusement. Voilà, on est là pour ça aussi. Et il y a quoi d'autre? Vous connaissez l'art, vous connaissez quelque chose en peinture, en vin, vous avez l'or. Et l'or, ça existe depuis des millénaires, donc forcément on se rabat sur ça. Alors justement, pour vous, ça a été aussi un été où les gens ont tenté de se débancariser avec l'usage de l'achat de crypto-monnaies. On a observé, oui, du volume sur les crypto-monnaies. Aussi beaucoup d'opérations un petit peu de transfert en fait, entre les entités, c'est-à-dire de clients qui avaient déjà enregistré des plus-values sur l'or et qui ne souhaitaient pas se repositionner encore, mais qui ne souhaitaient pas non plus vendre l'or contre de l'euro. Donc voilà, une certaine clientèle en fait, qui était intéressée justement pour venir s'exposer sur autre chose sans forcément quitter ce monde un petit peu débancarisé, car on remarque quand même que les gens cherchent à éviter de se positionner sur l'euro. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur les pièces? Est-ce qu'il y a des pièces, par exemple, qui auraient des primes très faibles en ce moment, qui seraient intéressantes? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce détail-là? Oui, on peut. Là, en ce moment, on met en avant le fractionnement de Britannia. Donc, c'est une pièce à cours légal, une pièce moderne, de cours légal de Grande-Bretagne, Charles III, qui justement est accessible, assez attractive au niveau des primes. Surtout les petits modules, les 1/10, les 1/4 de once, où on est
où il y a des primes très intéressantes, très compétitives, de 16% pour le 1/10. D'habitude, c'est vendu bien plus que ça. Et vous avez aussi, pareil, toujours dans la même famille, la Souverain de Grande-Bretagne, toujours la George V, qui aussi, idem, d'habitude, ont des primes de 16-18%, et là, actuellement, est de 10%. Donc, c'est des primes qui sont extrêmement... des pièces qui sont extrêmement performantes sur le marché actuellement. Oui, et là, l'enjeu pour les investisseurs qui décident de s'orienter vers l'or, vu que le cours est à un niveau quand même très important, aujourd'hui, une once d'or, on est presque à 2500 €. Donc, l'enjeu pour ces investisseurs, c'est de pouvoir fractionner leur investissement et d'avoir des petites coupures dans leur portefeuille qui sont plus liquides. Et donc, lorsqu'ils vont décider de les revendre, pourront s'adresser à un plus large panel d'acheteurs potentiels, parce qu'aujourd'hui, il y a moins d'investisseurs qui sont en mesure d'acheter une pièce à 2500 €, une pièce d'une once, que des investisseurs qui sont prêts à acheter un dixième d'once à 260 €. Donc le vrai enjeu, et ce que nous on préconise à nos clients tous les jours, c'est de fractionner leurs investissements. C'est comme lorsqu'on leur retire des sous à la banque, au distributeur. On ne va pas retirer des grosses coupures de 100, 200, 500 €, même si c'est plus possible aujourd'hui. On va plutôt retirer des billets de 20, des billets de 50, parce que c'est plus facilement monnayable. C'est le même principe pour l'or. Et l'enjeu ces prochaines années, si le cours continue d'augmenter, ça va être d'être en mesure de proposer toujours des fractions plus petites pour être en mesure d'utiliser l'or physique, les pièces d'or, comme un moyen de paiement. Alors, on le fait aujourd'hui avec Veracash, qui est de l'or fractionné, qui permet d'investir 1 € et de dépenser même 1 € avec de l'or, la contrepartie physique qu'on a sur son compte Veracash. Il y a des clients d'Ocoff qui sont attachés à pouvoir faire la même chose sur Ocoff. Donc, la plus petite fraction aujourd'hui, c'est 1 gramme d'or. Peut-être que dans le futur, on pourra faire des plus petites fractions encore. Puis on verra en fin d'émission que investir régulièrement, c'est quasiment à peu près tous les coups sont gagnants. Donc, puisque Ocoff a créé un simulateur, mais on en reparlera en fin d'émission. Puisque vous parlez de petits investissements, on va parler de l'argent, puisqu'on dit souvent que l'argent, c'est l'or du pauvre, mais c'est surtout la possibilité d'investir, d'avoir du tangible avec peu d'argent, ou moins d'argent qu'avec de l'or. Mais l'argent est mal aimé, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le cours de l'argent est sous un plafond de verre et qu'il n'arrive pas à grimper aussi fort que l'or. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que finalement c'est peut-être un faux semblant ? Anthony, premier. Je pense que c'est les performances de l'argent. Si on regarde la valeur, c'est moins impressionnant que l'or, parce que l'or, si on regarde il y a quelques années, on était sur des niveaux par exemple de 1600, 1700 € l'once, et là aujourd'hui on est à 2260 € le spot de l'once, alors que l'argent, c'est moins sexy, parce qu'on passe de 12 € l'once à 25, 26, donc en valeur c'est moins impressionnant. Par contre en pourcentage, avant le Covid, on était justement, si je dis pas de bêtises, autour des 400 € le kilo. Aujourd'hui on est un petit peu moins de 900 € le kilo, ce qui fait qu'on a quand même fait plus de 100%. On a fait x2 sur la performance de l'argent, alors que si on regarde l'or, la performance est très bonne, mais au final, elle l'est moins que sur l'argent sur cette période-là. Donc, ce qu'il faut voir, c'est vraiment la performance en pourcentage et pas uniquement le fait que les chiffres soient impressionnants et de passer de X € à X €. Ouais. Vous, Brice, qui avez le lien avec le client, pourquoi les gens ne vont pas sur l'argent ? Alors nous, il y a quand même énormément de membres aujourd'hui qui diversifient leur actif physique en argent, mais c'est sûr que c'est une question de perspective. C'est comme a dit Anthony, on a l'impression que l'argent il bouge pas parce qu'il reste dans un même cadre, c'est-à-dire il va de 20 à 30. Mais quand on met l'or et en fait l'or c'est 1600 à 2250. Donc forcément, mais en fait comme il a dit, le pourcentage est bien plus haut en argent que par rapport à l'or. 30, on est à 30%. Ouais, voilà. Donc forcément, ça permet de diversifier très fortement des actifs et c'est à portée de tous. Donc aujourd'hui, c'est une trentaine d'euros, une once en argent sur la plateforme. Donc il y a quand même énormément de membres qui achètent et qui sont un peu déçus des performances, on va dire, d'année en année. Mais justement, quand on leur donne cette perspective-là de dégrossir un peu sur une grande période, c'est toujours le même principe. Il faut toujours dégrossir pour regarder. Ils se rendent compte que c'est un très bon choix.
Peut-être que c'est peut-être moins culturel, c'est-à-dire que c'est pas la valeur refuge, en tout cas c'est pas annoncé comme ça. Ça va être plus spéculatif sans doute. Après, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte sur l'argent, c'est la prime qui est plus importante sur les pièces en argent que sur les pièces en or. Pourquoi ? Parce que il y a des coûts de production sur une pièce qui sont des charges, des coûts fixes et qui s'ajoutent à la valeur intrinsèque du métal. Et étant donné que sur une pièce d'une once d'argent, la valeur intrinsèque du métal est plus faible que sur une pièce d'or d'une once, les coûts fixes de frappe, eux, ce sont les mêmes quasiment. Donc en pourcentage de la valeur, la prime va être plus élevée parce que la prime englobe les coûts de production de la pièce. Donc sur les pièces en argent, la prime va être plus élevée en pourcentage que sur une pièce en or. Et forcément, si la valeur du métal augmente, la prime, elle, risque de diminuer. C'est ce qui est arrivé sur les pièces en argent. On était sur des niveaux de prime il y a quelques années qui étaient de l'ordre de 30-40%. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 20%. Donc c'est bien pour ceux qui en achètent aujourd'hui, un peu moins bien pour ceux qui en ont acheté auparavant, parce que forcément, la valeur de la pièce, la valeur finale, s'équilibre aussi avec le pourcentage de prime qu'on ajoute à la valeur du métal. Alors si on continue à parler de métaux précieux un peu mal aimés, alors on a le vrai mal aimé du moment, c'est le palladium. Le platine, ça va mieux. Ça va un peu mieux. Comment vous expliquez ça, Brice ? Alors, honnêtement, en termes de... j'ai pas trouvé grand-chose qui pouvait expliquer en termes de platine, palladium au niveau des chiffres. En fait, ça stagne plus que ça va mieux. C'est-à-dire qu'on a arrêté l'écroulement. C'est difficile de plus bas là. Si on prend une année glissante, le palladium c'est 64% de baisse, donc c'est énorme. Sur le mois de mai, je crois que c'est 25% pour le platine. Donc c'est quand même assez énorme. Donc forcément, au bout d'un moment, ça allait quand même se calmer aussi un peu. On est toujours dans les mêmes conditions. C'est pourquoi ça a baissé énormément. La Russie, l'Ukraine, ça, il n'y a pas de problème. Et justement, si on doit faire un peu une comparaison avec l'argent, cette baisse, c'est aussi des belles opportunités, parce que c'est une opportunité de placement avec une probabilité de hausse, parce qu'on connaît les seuils qu'on a atteints en 2022, c'est 3 000 € l'once, il me semble, le palladium. À l'époque, donc on a quand même de belles perspectives. Alors oui, on prend, on va dire, si on est un investisseur joueur, c'est parfait. C'est-à-dire on va pouvoir se positionner quand on veut, quand on peut, donc, et à moindre coût, parce que finalement ça coûte nettement moins cher qu'il y a 2 ans. Donc c'est toujours des mal aimés, mais justement en cette rentrée scolaire, faisons en sorte que ce soit des bons élèves. Justement, Alexis, est-ce que vous voyez là des comparaisons avec l'univers des cryptos où il y a des actifs très différents ? Alors vous ne proposez pas tous les actifs cryptos, mais justement la différence entre l'Ethereum et le Bitcoin, est-ce qu'il y a des parcours et des chemins qui sont différents comme ça ? Si on compare souvent en fait le Bitcoin un petit peu à de l'or numérique, l'Ethereum qui est la seconde crypto-monnaie en termes de capitalisation, on pourrait presque en fait la comparer au rapport qu'a l'argent avec l'or. C'est-à-dire que la capitalisation est inférieure et l'usage est différent. Si le but premier de Bitcoin est d'être une forme de cash numérique incensurable et une réserve de valeur, l'usage d'Ethereum va être un peu plus industriel, mais on va dire que ça va être un peu plus l'industrie de la finance. Ethereum va proposer vraiment un usage en fait qui va être de proposer une infrastructure pour une nouvelle finance désintermédiée. Et en fait, ça va vraiment être le carburant un peu de cet écosystème, tout comme on pourrait utiliser l'argent dans l'industrie. Et sur le côté platine, palladium, ça peut un peu se référer aux autres crypto-monnaies, ou du moins sur leur volatilité, un petit peu plus à ce qu'on connaît aujourd'hui sur les cryptos plus traditionnels. Alors, on va en arriver justement aux cryptos. Très bonne transition. Vous occupez de Cryptcool, qui est donc une application, un site qui permet d'avoir un usage des crypto-monnaies de façon simple. Puisqu'effectivement, par exemple, pour les gens de ma génération, les crypto-monnaies avant, c'était totalement incompréhensible, avec des lignes de code toutes pourries. Enfin, on avait vraiment l'impression qu'il y avait tout sauf des designers qui s'étaient intéressés à ce sujet-là, donc des développeurs. Vous êtes dit, on va faire de l'usage simple, on va permettre à n'importe qui, dont des personnes de ma génération, de pouvoir utiliser les crypto-monnaies. Tout à fait, oui. En fait, on est passé un petit peu par plusieurs phases dans l'univers des cryptos. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment quelque chose pour les techs, les gens qui savaient un petit peu maîtriser du code, interagir avec de la cryptographie assez complexe. Ensuite, ça a évolué plutôt vers des applications un peu financières
très avancée. C'est-à-dire que certaines plateformes crypto aujourd'hui sont proches de plateformes boursières dans leur fonctionnement et dans l'interaction qu'on peut avoir avec. C'est-à-dire qu'elles sont très complètes mais aussi très complexes et qu'il est facile d'y faire des erreurs pour les gens qui ne sont pas forcément traders ou qui ne connaissent pas très bien les outils avancés de la finance. Et nous, avec Cryptcool, ce qu'on a voulu faire, c'était vraiment proposer une plateforme facile d'accès, mais aussi très axée sur la sécurité, étant donné que voilà, comme sur les autres plateformes, elles sont très avancées en termes d'options, on peut vite faire des erreurs qui peuvent nous coûter. Sur Cryptcool, on a choisi à la fois la simplicité et la sécurité. Alors vous annoncez aussi l'arrivée sur Cryptcool d'une crypto-monnaie qui est un peu particulière et qui intéresse évidemment les gens d'Ocoff parce que c'est une crypto-monnaie qui est basée sur de l'or. Ce qu'on peut reprocher à une crypto-monnaie comme le Bitcoin et l'Ethereum, en tout cas que certains reprochent, c'est de ne pas avoir un sous-jacent tangible, même si ça se discute. En tout cas, le Vera One, puisqu'il s'appelle comme ça, le VRO, c'est une crypto-monnaie qui est basée à 100%, qui est couvert à 100% par de l'or. C'est ça, oui. Alors certains la connaissent déjà parce qu'elle existe depuis 2019, mais à la base, elle était plutôt réservée à une clientèle qui possédait déjà des cryptos et qui allait l'utiliser en fait comme un stablecoin. Même si aujourd'hui on le qualifie plus tel quel, mais plutôt en tant qu'actif du monde réel, en fait, ils vont sur le Vera One pour stabiliser la valeur du portefeuille crypto. Et en fait, dans la démarche globale de Cryptcool, on a souhaité ajouter le Vera One justement pour proposer une alternative qui permet de stabiliser son portefeuille sans pour autant s'exposer à des monnaies fiduciaires comme on peut le faire avec les stablecoins un petit peu traditionnels. Alors je vais vulgariser, je vais parler comme un enfant de 3 ans, mais j'ai des bitcoins, ils ont un cours très haut et j'ai peur que ça chute. Et dans ces cas-là, je vais les transformer en Vera One parce que je vais être en fait lié au cours de l'or qui lui est moins volatile que le cours du bitcoin, c'est ça ? C'est ça, chaque unité de Vera One est égale à 1 gramme d'or physique, donc au cours spot. Et en fait, ça va vraiment permettre de profiter un petit peu de la stabilité à court terme relative de l'or pour venir vraiment prendre des profits. Et plutôt que se reposer sur une monnaie d'État qui va être inflationniste et donc perdre de la valeur dans le temps, vraiment venir profiter des effets de l'or qui va prendre de la valeur sur le long terme en absorbant en fait la perte de valeur des monnaies traditionnelles. Et alors vous avez les mêmes process que les gens d'Ocoff, c'est-à-dire que vous avez les audits pour vérifier que les grammes d'or dont vous parlez sont bien présents ? C'est ça, à la fois sur le Vera One et aussi on a profité des derniers audits pour auditer le stock de Bitcoin. Et à la fin d'année aussi, on va vraiment auditer l'ensemble des cryptos. Donc en plus de ça, le stock d'Ethereum qu'on possède sur Cryptcool. Très bien. La grande force aussi de Cryptcool, outre le fait que les clients disposent d'un accompagnement quand même aux petits oignons, je tiens à le dire, c'est la synergie qu'il peut y avoir entre toutes les entités du groupe, Ocoff, Veracash et Cryptcool. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu qu'on est tous dans le même groupe, il peut y avoir des flux financiers qui sortent d'Ocoff pour aller directement vers Cryptcool ou vers Veracash, et de Veracash vers Ocoff ou directement vers Cryptcool, sans que ça repasse par le compte bancaire des clients. Donc ça permet de gagner du temps au niveau des opérations et des transferts des flux financiers qu'il peut y avoir entre les différents comptes des clients. Donc quelque part, un client d'Ocoff devrait aussi être client de Veracash et devrait aussi être client de Cryptcool parce que tout se synergise vraiment bien, tout reste dans le même écosystème et je trouve que c'est une grande force de pouvoir changer d'actifs de cette manière. Autre point positif chez Cryptcool et notamment le VRO, c'est que les clients qui veulent sécuriser leur plus-value sur le Bitcoin par exemple ou sur l'Ethereum peuvent le faire avec le VRO sans incidence fiscale. Vu qu'on reste dans l'univers des crypto-monnaies, il n'y a pas de fiscalité qui s'applique et donc au moment où on passe du Bitcoin vers le VRO, Vera One, il n'y a pas de taxe qui s'applique. Voilà. Oui, alors justement, ça, Alexis, sur l'application ou sur le site, j'arrive pas à savoir si c'est un site ou une application. C'est une application web. Donc voilà, c'est à la fois un site, mais c'est aussi adapté à l'usage sur mobile. Et donc, on a une partie fiscalité qui est très visible. C'est-à-dire que vous avez vraiment voulu informer vos clients là-dessus. On a fait un partenariat en fait avec une société qui s'appelle Conta Crypto et qui va permettre, en exportant ses transactions, de venir calculer directement la fiscalité de son portefeuille. Donc ça permet vraiment
de simplifier les démarches, tout en rappelant que voilà, sur les opérations entre le Bitcoin, l'Ether et le VRA1, tant qu'on passe pas par l'euro, il n'y a pas de fiscalité. C'est ça, tant qu'on ne transforme pas en monnaie sonnante et trébuchante, tant que ça reste du numérique, tant que ça reste de la crypto, en fait, c'est pas fiscalisé. C'est ça, tout à fait. Et donc, je rebondis, les clients qui détiennent des bitcoins ou des Ethereum ailleurs que chez Cryptcool peuvent aussi, tu me coupes Alexis si je dis des bêtises, mais peuvent nous les envoyer pour les intégrer directement à leur compte Cryptcool et basculer après sur le VRO. Donc Cryptcool est aussi ouvert au flux de crypto-monnaies qui pourraient venir d'autres plateformes. Voilà, ça arrive assez souvent, donc c'est important de le souligner. Sachant que ce n'est pas une fonction qu'on propose de base nativement, mais qu'en fait on va proposer avec un accompagnement. Quelqu'un qui souhaite intégrer des cryptos à Cryptcool va le faire en prenant contact avec un chargé de clientèle. Étant donné, vu qu'il est facile de faire des erreurs dans ce monde un peu complexe, on va vraiment vous accompagner pour être sûr que le process se déroule de la bonne façon pour ne pas perdre d'actifs dans l'opération. Oui, vraiment, votre mantra, c'est que tout soit simple. Alors, quand ça ne l'est un peu moins, vous passez par l'humain. Oui, voilà, c'est ça. Pour terminer cette quatrième émission de l'Or des Pros, nous recevons maintenant Nicolas Cantier. Nicolas, bonjour. Vous êtes le directeur marketing, responsable marketing d'Ocofre. Il n'y a pas de directeur chez Ocofre, il y a un responsable. C'est plus important d'être responsable que d'être directeur. Vous venez nous parler des 15 ans d'Ocofre, de l'anniversaire. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Ça fait presque une année et ça va terminer en feu d'artifice, comme une cérémonie de clôture des JO. En effet, déjà bonjour, merci. Et tout à fait, là, 15 ans 2024, donc on remonte à 2009, la création de la société Ocofre, en tout cas la plateforme Ocofre, qui a bien grandi depuis et qui a donné naissance à Veracash, Cryptcool maintenant dont on vient de parler. Et donc pour fêter ça, on a voulu faire une année complète, un peu de fête. Et donc on a créé un grand programme de fidélité qui n'existait pas avant, qui va nous permettre tout au long de l'année de cadencer un peu avec chaque mois des lots à gagner, des choses, des questionnaires pour co-créer des pièces, participer à la rencontre annuelle de cette fin d'année et à la fin un grand classement donc de ce programme de fidélité qui récompensera les 150 clients qui auront le plus de points, avec une table de lot plutôt exceptionnelle où les clients pourront gagner des produits comme des quarts d'once en or, des grammes d'or, voilà, etc. Toute une sorte de lot. Alors, vous avez eu aussi des vacances très actives, Nicolas, puisque vous avez créé un simulateur pour démontrer ou pour montrer la performance de l'or quand on investit régulièrement, pour les initiés en DCA notamment. Alors, c'est vrai que quand on parle d'or, on a souvent tendance à penser que c'est un investissement un peu bon père de famille, qui reste marginal par rapport au reste. Et pour les 15 ans, on s'est dit ça pourrait être bien justement de démontrer déjà que la méthode du DCA qui est prônée avec chez nous le LSP, qui permet d'acheter mensuellement des quantités d'or ou d'argent sans payer de frais de garde, c'était in fine une très bonne méthode. Et ça a été prouvé avec les simulateurs, donc ça permet concrètement, qu'est-ce que le simulateur ? Ça permet à un client ou n'importe qui de se dire, tiens, si j'avais investi telle somme tous les mois, trimestres, semestres, années peut-être, depuis X années, combien j'aurais pu avoir. Donc je parle au conditionnel parce qu'on passe sur du passé. On se base que sur les données historiques du cours de l'or, qui sont les données réelles, pas de prospectif, personne n'est là pour dire ce qui va se passer plus tard. Et ça permet de repositionner un peu l'or au milieu d'autres actifs qu'on pourrait penser mieux en termes de performance. Par exemple, je t'ai venu avec une petite simulation, juste le temps d'attente. Quelqu'un qui, pour les 15 ans d'Ocofre, nous connaissait depuis le début et a eu la chance de nous connaître depuis le début, et c'est le cas de nombreux clients, qui a investi 100 € mensuellement pendant 15 ans, donc par exemple avec le LSP, donc il n'a pas payé de frais de garde en plus, ça fait une performance de un peu moins de 2, donc un peu moins de 100% on va dire, pour une somme de 18 000 € investis, ça lui fait un portefeuille évalué à 34 000 € au cours actuel. Donc remise en perspective, c'est vrai que cette méthode du DCA où on se dit 100 € par mois, c'est pas grand chose. À la fois, on peut se permettre de mettre 100 € par mois sans payer de frais de garde ou autre. Et à la fois, les petites sommes du quotidien font peut-être les grands portefeuilles demain. Ça démontre bien la conservation et voire le développement de la valeur. Exactement. Alors là, on est sur une version, on va dire,
une du simulateur. Peut-être qu'à terme, on mettra également en perspective la valorisation du portefeuille de la simulation avec par exemple une performance de livret A ou une performance d'un actif choisi. Ça en lien avec l'inflation. Exactement, ici peut-être avec l'inflation, et ça permettra de voir peut-être justement de mettre en perspective les différentes performances des actifs. En sachant qu'il y a eu des années qui ont été... Ce qui est bien, c'est que j'ai même plus besoin de vous relancer. Un regard nous suffit, maintenant. Benjamin. Oui. Et du coup, merci de m'avoir interrompu, mais il y a eu des années beaucoup moins profitables. Alors, je parle de la période entre 2011 et 2019, et c'est là tout l'intérêt justement d'investir à des fréquences mensuelles ou trimestrielles, en tout cas de manière régulière, c'est que ça permet aussi de profiter des baisses du cours. Et donc, quelqu'un qui aurait investi depuis 15 ans, il aurait investi un petit peu tous les mois, donc il aurait investi quand le cours était très haut en 2011 par exemple, et ensuite il aurait pu investir aussi sur toute la période basse qu'il y a pu avoir jusqu'à avant le Covid. Donc c'est ça l'intérêt vraiment du DCA, d'acheter régulièrement, et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place le LSP, d'une part pour éviter de payer les frais de garde, ça c'est un avantage considérable, mais aussi pour profiter de cette récurrence d'investissement. Le DCA, ça permet aussi à un peu casser la psychologie du cours de l'or. C'est-à-dire quand acheter, quand vendre. Bah là, on est obligé. Donc tous les mois, on se tient à notre DCA, comme on peut mettre dans une banque ou des choses comme ça. Et du coup, c'est plus profitable psychologiquement. On n'a plus besoin de penser à dire bon, je vais attendre ce pic-là ou ce pic-là. On met 100 € par mois. Et donc, c'est énormément apprécié. Et donc, la calculatrice, on nous en parle déjà. Ça vient de sortir il y a plein de temps. On nous en parle Simulateur. Simulateur, c'est mieux. Et il y a d'ailleurs des clients, pas mal, qui regrettent de ne pas avoir investi plus à l'époque. Donc voilà, on ne va pas refaire le monde, mais... D'un autre côté, ça permet aussi, dans ces temps où les cours sont très hauts, de bien faire la démonstration que la régularité, ça permet de lisser les pics de cours et les effets de cours. Exactement. En fait, que ce soit haut ou bas, il vaut mieux acheter mensuellement, trimestriellement, en tout cas la somme qu'on peut mettre à une période précise, sans forcément regarder les cours. Parce que au long terme, a priori, en tout cas, d'après les chiffres des 25 dernières années, parce qu'on peut remonter jusqu'à 25 ans, a priori, on sera plutôt toujours gagnant. Alors on parle bien, pour ceux qui n'auraient pas totalement saisi la subtilité du sujet, c'est qu'on parle d'achat et de vente. C'est-à-dire que là, c'est si on avait investi, donc acheté de l'or régulièrement et tout vendu à l'instant T quand on regarde, c'est-à-dire aujourd'hui. En fait, on parle de valorisation de portefeuille. C'est-à-dire que ce n'est pas une plus-value réalisée, c'est vraiment au cours actuel du jour. Si j'avais investi 100 € tous les mois, pour reprendre l'exemple, pendant 15 ans, j'aurais eu un portefeuille valorisé à 38 000 €. Enfin, j'ai plus le chiffre. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est l'argent que j'ai sur mon compte, ça veut juste dire que mon portefeuille va livrer à cette somme. Il faut revendre les actifs pour après sécuriser cette somme. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que, comme notre prochaine émission sera sans doute pendant ou en accompagnant ou un peu après la rencontre annuelle, est-ce que vous avez une thématique sur cette rencontre annuelle qui va venir ? Eh bien alors, pour justement faire le rebond sur les 15 ans, alors déjà pour le simulateur, je précise, il est accessible en ligne depuis le site, alors depuis la page d'accueil ou même les pages de cours ou des mailings qu'on envoie. Donc n'hésitez pas à faire la simulation et à tester par vous-même avec vos propres données. Et pour la rencontre annuelle, vu qu'on a fait un peu de prospectif, enfin pas de prospectif justement, on a fait un peu de rétrospective sur les 15 ans de coffre, et bien là on va partir un peu plus dans le futur avec pourquoi pas dans 15 ans à quoi ressemblera le monde de demain. Et donc on va avoir des invités toujours dans la classe un peu économique, géopolitique, financière, pour venir nous parler un peu du monde actuel et de comment ça pourrait se dérouler pour la suite. Écoutez, c'est parfait. On testera les capacités de prévisionniste d'Anthony à ce moment-là. Merci beaucoup pour votre présence et vos paroles. Et donc, rendez-vous maintenant en novembre, décembre 2024. Merci Benjamin. Merci.